Je m'appelle Mason, j'ai 30 ans, et mon propre père m'a interdit d'assister au mariage de mon frère parce qu'il pensait que je ressemblais à un sans-abri. Avant que je ne vous parle des voitures de police, des cris, et du moment où j'ai acheté le silence de ma famille, dites-moi d'où vous regardez dans les commentaires. Je lis chacun d'entre eux. C'est arrivé un mardi, 3 jours avant la cérémonie. L'air en Oregon était vif, portant cette odeur de pain et de pluie imminente qui me calmait habituellement. Pas ce jour-là. J'étais debout sur le porche de la maison de mon enfance, un endroit qui ressemblait plus à un musée qu'à une maison. Je fixais mon père, qui bloquait l'entrée, le torse bombé comme s'il gardait l'entrée d'un club VIP. Il portait un polo qui coûtait plus cher que ma première voiture, et ses yeux me parcouraient de haut en bas avec ce regard familier de déception. C'était un regard que je connaissais depuis mes 6 ans. « Mason » a-t-il dit, la voix basse, essayant d'empêcher les voisins d'entendre. « Il faut qu'on parle de samedi. » J'ai ajusté mon sac à dos. Je portais un sweat à capuche gris délavé, un jean en dénime brut, et une paire de bottes usées. Pour lui, j'avais l'air de sortir d'une benne à ordures. Pour quiconque connaissait un peu le streetwear japonais, je portais pour environ 4000 $ de tissu. Mon sweat à capuche était une pièce vintage loopwheel d'un petit atelier d'Osaka. Mon jean était un Visvim. Mais mon père, il ne comprenait que les marques dont les logos étaient assez grands pour être vus de l'espace. « Qu'est-ce qu'il y a samedi ?» ai-je demandé, en gardant ma voix stable. J'ai récupéré mon costume chez le teinturier. Il est prêt. C'est ça le problème, a-t-il dit en se frottant la nuque. Il ne me regardait pas dans les yeux. Il regardait la pelouse manucurée par-dessus mon épaule. Ta mère, moi, et Isabella, bien sûr, nous en avons discuté. Nous pensons qu'il serait préférable que tu n'assistes pas à la réception. J'ai cligné des yeux. Le vent a fait bruisser les feuilles, mais le silence entre nous était lourd. Pardon ? C'est l'image, Mason, a-t-il lancé, sa patience s'effritant instantanément. Regarde-toi. Tu as l'air négligé. Isabella vient d'une famille très en vue. Son père est un partenaire de golf d'un sénateur. Nous avons des investisseurs qui viennent, des gens importants. On ne peut pas t'avoir assis là, l'air d'un raté. Un raté. Ce mot est resté en suspens dans l'air. J'ai un costume, papa, ai-je dit, la mâchoire se crispant. Je sais comment m'habiller pour un mariage. Ce ne sont pas seulement les vêtements, a-t-il interrompu, agitant la main avec dédain. C'est toute l'ambiance, Mason. Tu ne cadres pas. Tu conduis cette voiture de location pourrie quand tu viens en ville. Tu parles de ce que tu fais avec les ordinateurs, c'est ennuyeux et franchement, ça met les gens mal à l'aise. Bradan a besoin que ce jour soit parfait. Il conclut un gros contrat avec l'oncle d'Isabella le mois prochain. Nous ne pouvons pas risquer que tu l'embarrasses. J'ai senti un feu froid dans mes entrailles. Ce n'était pas de la colère, exactement. C'était quelque chose de plus ancien. C'était l'épuisement de 30 ans à essayer de prouver que j'avais de la valeur pour ces gens. Donc, je ne suis pas invité, ai-je déclaré sèchement. Tu peux venir à l'église, a-t-il offert comme s'il me faisait une faveur. Assieds-toi au fond. Mais le dîner, la fête. C'est 500 $ par personne, Mason. Nous ne pensons tout simplement pas que c'est le bon environnement pour toi. Je l'ai regardé. Je l'ai vraiment regardé. J'ai vu les rides de stress autour de ses yeux, le désespoir de paraître riche, de paraître réussi. Il se noyait dans les dettes pour maintenir ce style de vie, pour payer ce mariage, mais il s'inquiétait pour mon sweat à capuche. D'accord, ai-je dit. Il a cligné des yeux, surpris. Il s'attendait à une bagarre. Il s'attendait à ce que je le supplie. D'accord. Oui, d'accord. Je ne viendrai pas à la réception. En fait, je ne viendrai pas à l'église non plus. Je ne voudrais pas risquer de gâcher les photos depuis le dernier rang. Allons, Mason, ne sois pas dramatique, a-t-il commencé. Je ne suis pas dramatique, papa. Je suis pratique. Tu veux une image parfaite ? Tu l'as. Je me suis retourné et j'ai descendu l'allée. Je n'ai pas regardé en arrière. Je n'ai pas claqué le portail. J'ai juste marché jusqu'à ma voiture de location, une modeste Ford berline, et je suis monté. Mes mains tremblaient, non pas de peur,
mais de l'adrénaline de lâcher enfin prise. J'ai sorti mon téléphone. J'avais un billet réservé pour Seattle pour dimanche. Je l'ai annulé. J'ai ouvert mon application bancaire. J'ai dépassé le compte courant que mes parents connaissaient, celui avec $2000, et j'ai ouvert mes principaux avoirs. Les chiffres étaient réconfortants. Ils étaient solides. Ils étaient le résultat de 7 ans de travail acharné dans l'ombre, à construire des architectures de sécurité pour des bourses de crypto-monnaies et à concevoir des protocoles de blockchain pour des startups fintech à Tokyo et Singapour. Siri, ai-je dit à la voiture vide. Vol pour Tokyo ce soir. 3 heures plus tard, j'étais à l'aéroport de Portland. Je ne me suis pas dirigé vers la file de sécurité de la classe économique. Je suis allé à l'enregistrement de la première classe internationale. L'agent a regardé mon sweat à capuche, a hésité une fraction de seconde, puis a vu le statut de mon passeport. Son attitude a changé instantanément. Par ici, Monsieur Carter. Le salon est prêt pour vous. Assis dans le salon, sirotant un verre de whisky qui coûtait plus cher que la cravate de mon père, j'ai ressenti un étrange sentiment de détachement. Je partais. Je manquais le mariage de mon seul frère. Bradan, l'enfant prodige. Bradan, qui n'avait jamais travaillé dur de sa vie, mais qui avait toujours le dernier iPhone et la voiture la plus rapide. Je suis monté à bord de l'avion. La cabine était privée, silencieuse. J'ai mis mes écouteurs à réduction de bruit et j'ai regardé la pluie strier le hublot. Alors que l'avion décollait, laissant l'Oregon derrière moi, j'ai murmuré un adieu. Je pensais en avoir fini avec eux. Je pensais être libre. J'ai atterri à Tokyo 14 heures plus tard. C'était samedi soir en Oregon, dimanche matin au Japon. La ville se réveillait, une bête électrique tentaculaire que je comprenais mieux que ma propre ville natale. J'ai pris le train express pour la ville et je me suis enregistré à l'amont Tokyo. J'ai passé la journée à marcher. J'ai traversé Shibuya, laissant le bruit m'envahir. Je suis allé à Dekanyama pour visiter le magasin où j'avais acheté le jean même que mon père détestait. Le personnel m'a salué par mon nom. Nous avons bu du thé. Nous avons parlé de tissage de denim et de teinture à l'indigo. Ici, je n'étais pas le fils raté. J'étais maçonne, le connaisseur, le développeur, l'habitué. Le soir, je me suis retrouvé à Ginza. J'avais une réservation dans un petit restaurant de sushi à comptoir unique, caché dans un sous-sol. Il n'avait pas d'étoile Michelin, mais il était impossible d'y entrer à moins de connaître le propriétaire. Kenji me l'avait arrangé. Je me suis assis au comptoir en bois. Le chef a placé un morceau de thon gras, au taureau, devant moi. Il brillait sous les lumières chaudes. Itadakimasu, ai-je murmuré. J'ai pris la bouchée. Elle a fondu. C'était parfait. Pendant un instant, le rejet, la blessure, l'image de mon père bloquant la porte, tout s'est estompé. Puis mon téléphone a vibré sur le comptoir. Je l'ai ignoré. Il a vibré encore et encore, une longue vibration continue qui signifiait que quelqu'un appelait. J'ai froncé les sourcils. Il était 3 heures du matin en Oregon. La réception du mariage devait battre son plein ou toucher à sa fin. J'ai retourné le téléphone. C'était ma tante Lily. Lily était la seule de la famille à me traiter comme un être humain. Elle était le mouton noir de sa génération, une femme qui fumait trop et riait trop fort. J'ai refusé l'appel. Je ne voulais pas entendre parler du mariage. Je ne voulais pas entendre à quel point Isabella était belle ou à quel point le discours de Bradan était touchant. Puis un texto est arrivé. Lily, maçonne, ouvre Facebook maintenant. Oh mon Dieu. Mon estomac s'est noué. Le chef m'a regardé, sentant le changement d'humeur. J'ai hoché la tête en guise d'excuse et j'ai pris le téléphone. J'ai ouvert l'application Facebook. Mon fil d'actualité était généralement ennuyeux, rempli de nouvelles technologiques et de mèmes, mais tout en haut, partagé par mon cousin, puis repartagé par 3 autres personnes, il y avait une vidéo. La miniature était floue, prise en basse lumière, mais j'ai reconnu les lustres en cristal de la salle de banquet dont mon père s'était vanté. J'ai appuyé sur lecture. La vidéo était tremblante. Elle montrait la piste de danse. L'orchestre avait cessé de jouer. Il y avait un murmure de voix confuses. Au centre de l'image se tenait ma mère.
Elle portait une robe de soirée argentée, l'air terrifié. Au-dessus d'elle se tenait Isabella, la mariée, la fille de l'ami du sénateur, l'image même de la classe. Elle était rouge de colère, hurlant. L'audio était faible, mais je pouvais distinguer les mots. Vieille sorcière menteuse. Tu crois que tu peux m'espionner? Isabella, s'il te plaît, la voix de ma mère semblait petite. J'ai juste vu. Tu n'as rien vu, a crié Isabella, et puis c'est arrivé. Isabella a ramené sa main en arrière. Ce n'était pas une gifle. C'était un crochet du droit. Elle a balancé avec tout le poids de son corps. Clac. Le son était écœurant, même à travers les haut-parleurs du téléphone. La tête de ma mère a basculé sur le côté. Elle s'est effondrée. Elle n'est pas seulement tombée, elle s'est affalée en un tas de tissu argenté sur le sol poli. La caméra a balayé sauvagement. Les invités haletaient. Mon père s'est précipité dans le cadre, mais il n'a pas frappé Isabella. Il est resté là, les mains en suspens, l'air complètement inutile, regardant les invités pour voir s'ils observaient. Bradan était introuvable. J'étais figé. Le morceau de sushi dans ma bouche s'est transformé en cendres. J'étais assis là, dans le quartier le plus cher de Tokyo, à des milliers de kilomètres, regardant la femme qui m'avait donné naissance se faire agresser par la femme que mon père avait choisie à ma place. Mason-san, a demandé doucement le chef. Je me suis levé. J'ai besoin de l'addition, ai-je dit, ma voix sonnant comme celle d'un étranger. Je dois y aller. Je ne le savais pas encore, mais mes vacances étaient terminées. La guerre venait de commencer. Je suis sorti du bar à sushi et dans l'éblouissement néon de Ginza, mais mon esprit a été ramené 20 ans en arrière, dans une allée de la banlieue de l'Oregon. Pour comprendre pourquoi cette vidéo m'a si durement touché et pourquoi la réaction d'Internet était sur le point de me déchirer, il faut comprendre la hiérarchie de la famille Carter. Nous n'étions pas riches. C'était le vilain petit secret. Mon père était directeur régional des ventes pour une entreprise de papier, et ma mère était une réceptionniste qui se faisait appeler administratrice de bureau. Nous étions de la classe moyenne, confortablement, mais mes parents avaient un appétit de champagne avec un budget de bière. Ils louaient des voitures qu'ils ne pouvaient pas se permettre. Ils achetaient des vêtements de marque à crédit avec des cartes qui étaient au maximum. L'apparence était leur religion. Et puis il y avait Bradan. Bradan est né 3 ans avant moi. Il était le miracle. Il avait les yeux bleus, les épaules de quarterback, le charme qui pouvait vendre de la glace à un esquimau. Il était l'investissement. J'étais la dépense. Je me souviens du jour où Bradan a eu 16 ans. Nous étions dans l'allée. Papa avait mis un énorme nœud rouge sur une Mustang neuve. Pas une d'occasion, une neuve. C'est pour ton avenir, fils, avait dit papa, rayonnant. Tu arrives là-dedans, les gens te respectent. Tu auras les filles, tu auras les relations. 3 ans plus tard, quand j'ai eu 16 ans, papa m'a jeté les clés de son break vieux de 10 ans, celui qui sentait le chien mouillé et qui cliquetait quand on dépassait les 60 km/h. L'essence, c'est pour toi, a-t-il dit, sans même lever les yeux de son journal. Et ne l'arrête pas. C'est un classique. Je ne me suis pas plaint. J'ai trouvé un travail. J'ai fait la plonge dans un restaurant après l'école jusqu'à ce que mes mains soient à vif et sentent la vieille graisse. J'ai économisé chaque centime. Je me fichais de la voiture. Je me souciais du fonds pour l'université. Grand-mère avait laissé de l'argent à sa mort, spécifiquement pour notre éducation. Quand j'ai été accepté à l'université d'État avec une bourse partielle, je précise, j'ai demandé à papa à propos du fonds pour couvrir le reste des frais de scolarité. Il est devenu blême. Puis il s'est mis en colère. C'était son mécanisme de défense, attaquer avant de pouvoir être questionné. Le fonds, a-t-il ricané. Mason, on a dû l'utiliser. Le toit avait besoin de réparation, et les cotisations de la fraternité de Bradan. Écoute, tu es intelligent. Tu peux travailler. Bradan avait besoin de l'aide pour réseauter. C'est un investissement dans la famille. Investissement. Encore ce mot. J'ai cumulé 3 emplois à l'université. J'ai manqué des fêtes, des vacances de printemps. J'ai obtenu mon diplôme sans aucune dette et avec un ressentiment brûlant que j'ai utilisé comme carburant. Pendant que Bradan faisait la fête aux frais de la famille, j'apprenais à coder.
pendant qu'il réseautait à des cocktails, je minais du bitcoin dans ma chambre d'étudiant quand ça valait des centimes. Mais le moment qui m'a vraiment brisé est arrivé il y a 2 ans. Je venais de décrocher mon premier gros contrat avec une entreprise de Tokyo, un paiement à 6 chiffres pour 3 mois de travail. Je voulais combler le fossé. Je voulais leur montrer que je m'en sortais bien. J'ai acheté un foulard à maman. Un Hermès en soie vintage, qui m'a coûté 800 $. Il était magnifique, subtil, élégant. Je le lui ai donné à Noël. Elle a ouvert la boîte orange, a sorti la soie et a froncé les sourcils. Oh, a-t-elle dit. Il est marron. C'est taupe, maman. Ça va avec ton manteau. Elle m'a tapoté la main. Merci, chérie. C'est gentil d'avoir essayé. 2 jours plus tard, je l'ai vu l'utiliser pour essuyer la boue de ses bottes dans le vestibule. Maman, avais-je crié. C'est un Hermès. Elle m'a regardé, confuse. Ce vieux truc? Maçonne, ne mens pas. Il n'y a même pas de logo dessus. Tu l'as probablement trouvé dans une friperie. C'est bien pour nettoyer les chaussures. J'ai arrêté d'essayer après ça. J'ai arrêté de leur parler de mon salaire, de mentionner mes promotions. J'ai réalisé que pour eux, le succès ressemblait à un logo criard et une BMW en leasing. La vraie richesse, celle qui murmure, était une langue qu'ils ne parlaient pas. De retour à Tokyo, debout au coin de la rue, j'ai de nouveau regardé mon téléphone. La vidéo était passée de quelques centaines de vues à 10 000. J'ai cliqué sur les commentaires. C'était une erreur. Utilisatrice Nina George, OMG, regardez la mer. Cette robe ressemble à du papier d'aluminium. Pas étonnant qu'elle se soit fait gifler. Elle a probablement dit quelque chose de vulgaire. Chad Brad 3, la mariée est canon, par contre. Ce crochet du droit était professionnel. Belle-mère KO, dame classe 88, toute cette famille crie le nouveau riche. Ils en font trop. Les décorations ont l'air cheap. La mère a l'air d'être ivre. Des ploucs qui se battent entre eux. Mon sang n'a fait qu'un tour. Il traitait ma mère de plouc. Il se moquait de l'image même que mon père avait détruite nos finances pour protéger. Vulgaire, cheap, bas de gamme. L'ironie était étouffante. Mon père m'avait banni, la seule personne de cette famille qui avait réellement des liquidités et aucune dette, parce que j'étais le cheap. Et maintenant, son mariage parfait et coûteux devenait viral comme l'incarnation de la vulgarité. J'ai de nouveau senti une vibration. Un autre texto, cette fois d'un numéro inconnu. C'était une capture d'écran d'une conversation par texto. Expéditeur inconnu, regarde ce que ton frère m'a envoyé. La capture d'écran montrait un texto de Bradan à quelqu'un nommé Chloé. Bradan, bébé, je sais que je me marie aujourd'hui. C'est juste du business. Une fois que le vieux claquera et qu'on aura la maison, je divorcerai. Elle est chiante comme la pluie, mais son père remplit mon carnet de commandes. Attends-moi, c'est tout. J'ai fixé l'écran. Chloé. Ce nom me disait quelque chose. C'était l'ex-petite amie de Bradan à l'université, celle que maman détestait parce que son père était plombier. Il l'avait intimidée pour la chasser de la vie de Bradan il y a des années. Bradan n'était pas seulement la victime d'une mariée folle. C'était aussi un escroc. Il épousait Isabella pour l'argent qu'il pensait qu'elle avait. Isabella l'épousait pourquoi? J'ai de nouveau regardé la vidéo. Pourquoi a-t-elle giflé maman? Maman a dit, j'ai juste vu. Vu quoi? Mon téléphone a sonné. C'était mon père. J'ai hésité. Une partie de moi voulait jeter le téléphone dans la circulation de Tokyo et disparaître dans la nuit néon. Je pouvais juste rester ici. J'avais l'argent. J'avais les relations. Je n'avais pas besoin d'eux. Mais j'ai regardé l'arrêt sur image de ma mère par terre, humiliée, brisée. Elle avait essuyé ses bottes avec mon foulard, oui. Elle était restée là pendant que papa me bannissait, oui. Mais elle était toujours ma mère. Et la voir étendue sur le sol par une femme que mon frère utilisait pour un gain financier, ça a réveillé quelque chose de féroce en moi. J'ai fait glisser la barre pour répondre. Maçonne, la voix de mon père était méconnaissable. Ce n'était pas la voix tonitruante du patriarche. Elle était mince, tremblante et terrifiée. J'ai vu la vidéo, papa,
ai-je dit, allant droit au but. Tu dois nous aider, a-t-il balbutié. C'est partout. L'investisseur, Monsieur Tanaka, il l'a vu. Il est parti. Mason, la police est là. Isabella crie que maman l'a agressée la première. Il parle d'arrêter ta mère. Où est Bradan, ai-je demandé. Il est dans la chambre avec Isabella. Il essaie de la calmer. Il dit que nous devons nous excuser auprès d'elle. Il dit que si elle porte plainte, son contrat tombe à l'eau. J'ai fermé les yeux. Bradan sacrifiait maman pour sauver son contrat, pour sauver son gagne-pain. Papa, ai-je dit, ma voix baissant d'une octave. Tais-toi et écoute-moi. Ne t'excuse pas. Ne signe rien. Et pour l'amour de Dieu, dis à la police d'attendre. Quoi? Pourquoi? Mason, tu ne comprends pas. Nous devons contenir ça. Je rentre à la maison, ai-je dit. Mais le billet, c'est cher. Les vieilles habitudes ont la vie dure. Même en pleine crise, il comptait mes sous. J'achèterai la compagnie aérienne, papa. Attends, c'est tout. J'ai raccroché. J'ai de nouveau ouvert mon application bancaire. J'ai transféré 50 000 $ sur mon compte courant. Puis j'ai ouvert ma liste de contacts et j'ai fait défiler jusqu'à K pour Kenji. Kenji n'était pas seulement un connecteur de restaurant. C'était un hacker éthique qui travaillait autrefois pour les services de renseignement japonais. Moshi Moshi, a répondu Kenji, l'air endormi. Kenji, réveille-toi. J'ai besoin que tu creuses. J'ai besoin de tout sur une femme nommée Isabella. Voyons voir. Isabella Rossi, Oregon. Soi-disant riche, soi-disant connectée. Donne-moi 20 minutes, a dit Kenji. Ça a l'air amusant. Ce n'est pas amusant, ai-je dit en regardant un taxi ralentir devant moi. C'est un enterrement. Le vol de retour vers les États-Unis a semblé plus long que l'aller, même s'il était physiquement plus court. Je n'ai pas bu de whisky cette fois. J'ai bu de l'eau et j'ai fixé l'écran sombre de mon ordinateur portable, attendant que le fichier crypté de Kenji arrive. Pendant que j'étais au-dessus du Pacifique, mon père a appelé 3 fois de plus. Je l'ai ignoré. Il a envoyé des textos allant de la panique, la police a pris un rapport, à l'agression, pourquoi tu ne réponds pas? Tu dois réparer les trucs informatiques sur Internet. Il pensait que je pouvais simplement appuyer sur un bouton de suppression sur Internet. Il n'avait aucune idée de comment le monde fonctionnait. Vers la 4e heure de vol, la notification a retenti. Sujet, le dossier Rossi. Pièce jointe. J'ai ouvert le PDF. Kenji était minutieux. Il était terrifiant de minutie. Nom, Isabella Rossi. Alias, Bella Rose, Isière, Elizabeth Vance. Date de naissance, Las Vegas, Nevada. J'ai dépassé les informations de base. Pas de riche papa sénateur. Son père était un croupier de blackjack à Reno, décédé en 2010. Casier judiciaire, 2016, fraude à la carte de crédit, classé sans suite. 2018, vol qualifié, requalifié en délit mineur. 2020, sollicitation, Las Vegas. J'ai haussé un sourcil. La mariée chic que mon père avait adulée était une pro de Vegas. Mais ce n'était pas la preuve irréfutable. J'avais besoin de quelque chose de récent. J'ai fait défiler jusqu'à la section financière. Kenji avait réussi à obtenir son rapport de crédit. Dette, 140 000 $ de dette de carte de crédit. Actif, 0 $. Emploi, sans emploi depuis 2021. Puis le coup de grâce, une note de Kenji en bas. Note, Mason 100, j'ai recoupé son alias, Elizabeth Vance. Il y a un mandat d'arrêt actif en Arizona pour usurpation d'identité et abus de faiblesse sur personne âgée. Elle a ciblé un résident de maison de retraite, vidé ses comptes, 50 000 $. Elle est en fuite. Abus de faiblesse sur personne âgée, usurpation d'identité, et mon frère, le génie de l'immobilier, l'avait épousée. J'ai de nouveau regardé le texto de Chloé. Bradan pensait qu'il l'escroquait. Il pensait qu'il se mariait dans une famille riche pour payer ses dettes de jeu ou quel que soit le trou qu'il avait creusé. C'était un requin essayant de manger un piranha. J'ai senti un sourire froid effleurer mes lèvres. C'était un désastre, oui,
mais c'était un désastre qui justifiait chaque doute que j'avais jamais eu sur le jugement de ma famille. J'ai atterri à Portland à 6 heures du matin. Je n'ai pas loué de Ford cette fois. Je suis allé au comptoir de location de voitures de luxe. « Qu'avez-vous de disponible ?» ai-je demandé au commis. Il a regardé mon visage fatigué par le voyage, mon sweat à capuche, toujours le même, et a hésité. « Nous exigeons un acompte substantiel pour la flotte de luxe, monsieur. » J'ai claqué ma carte noire sur le comptoir. Elle était en titane. Elle a fait un bruit lourd. Je prendrai la Porsche Panamera. Noire. Le trajet vers la banlieue a été un flou de brume grise et d'adrénaline. Quand je suis arrivé devant la maison, la scène était sinistre. Le panneau « Jeune marié » pendait encore de travers sur le portail d'entrée, ressemblant à un mauvais présage. Il y avait des traces de pneus sur la pelouse, probablement des invités fuyant la réception. J'ai garé la Porsche juste derrière la BMW en leasing de mon père. Le contraste était poétique. Sa voiture était brillante mais appartenait à la banque. La mienne était une location, mais je pouvais acheter la concession. J'ai monté les marches. Je n'ai pas frappé. J'ai utilisé la clé que je n'avais pas utilisée depuis 2 ans. L'odeur m'a frappé en premier. Vin éventé, parfum renversé, et cette odeur distincte de vieille peur. Le salon était en désordre. Les cadeaux de mariage étaient empilés au hasard dans un coin, non ouvert. Mon père était assis dans son fauteuil, la tête dans les mains. Il avait l'air d'avoir 10 ans de plus qu'il y a 3 jours. Ma mère était sur le canapé, tenant un sac de petits pois congelés sur son visage. Tout le côté gauche de son visage était un tourbillon de violet et de jaune. Et assise à la table de la salle à manger, mangeant un bol de céréales comme si de rien n'était, se trouvait Isabella. Elle a levé les yeux à mon entrée. Elle portait un des peignoirs en soie de ma mère. « Qui diable es-tu » a-t-elle demandé, du lait dégoulinant de sa cuillère. « Je suis le gars qui n'était pas invité » ai-je dit, la voix calme. La tête de papa s'est relevée d'un coup. « Maçonne. Dieu merci, tu. Où as-tu eu cette voiture dehors ?»« Location » ai-je dit sèchement. Je me suis approché de maman. J'ai doucement soulevé le sac de petits pois. L'échymose était vilaine. « Es-tu allé à l'hôpital ?»« Non » a murmuré maman, ses yeux évitant les miens. On ne pouvait pas. La presse. Si on allait aux urgences, il déposerait un rapport. Isabella a déjà dit à la police que c'était de la légitime défense, est intervenu papa, sa voix suppliante. Elle a dit que maman l'avait attaqué. Si on porte plainte, elle porte plainte. Ça devient un gâchis. C'est déjà un gâchis, papa, ai-je dit. Je me suis tourné vers Isabella. Alors, légitime défense ? Une femme de 60 ans t'a attaqué ? Isabella a eu un sourire narquois. C'était une expression froide et pratiquée. Elle m'espionnait dans la suite nuptiale. Une voyeuse. J'ai eu peur. J'ai réagi. C'est un traumatisme. Espionner ? J'ai regardé maman. Que as-tu vu, maman ? Maman a tressailli. Elle a regardé Isabella, la terreur dans les yeux. Rien. Je n'ai rien vu. Elle m'a vu me changer, a lancé Isabella. Perverse. Je savais que c'était un mensonge. J'ai regardé autour de moi. Où est Bradan ? Il dort, a dit Isabella. Pauvre bébé, il est si stressé. Vous avez gâché notre journée. Nous l'avons gâché ? J'ai ri. C'était un son sec et sans humour. Tu as agressé ma mère devant 200 personnes. Elle m'a manqué de respect. Isabella s'est levée, le peignoir s'ouvrant légèrement. Et maintenant, tu débarques ici. Je devrais appeler les flics sur toi aussi. Vas-y, ai-je dit. Appelle-les. L'officier Miller est le capitaine du commissariat, n'est-ce pas ? Je suis sûr qu'il adorerait vérifier tes empreintes à nouveau. Isabella s'est figée, juste une seconde. Une lueur de doute dans ses yeux. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire, ai-je dit en m'approchant d'elle, envahissant son espace personnel, que je sais que tu ne viens pas d'une famille de sénateurs. Je sais pour Reno. Je sais pour l'Arizona. Son visage est devenu blême. Maçonne.
Papa s'est levé. Arrête ça. Ne la contrarie pas. On essaie de négocier. Négocier quoi? Je me suis retourné vers mon père. Elle a frappé ta femme. C'est une criminelle. C'est la famille, a crié papa en retour, le visage rouge. C'est la femme de Bradan et son père va investir dans. Son père est mort, papa, ai-je hurlé. Le volume de ma voix a choqué tout le monde. La pièce est devenue silencieuse. Son père est mort en 2010. C'était un concessionnaire automobile. Il n'y a pas d'investissement. Il n'y a pas d'argent. Vous vous faites arnaquer. Papa m'a regardé, puis Isabella. Il ressemblait à un homme regardant son radeau de sauvetage se dégonfler. Non, ce n'est pas vrai. Elle nous a montré les relevés. Photoshop, ai-je dit. Et du mauvais Photoshop, en plus. Les yeux d'Isabella ont filé vers la porte. Elle calculait. Se battre ou fuir. Il ment, a-t-elle crié. Il est juste jaloux. Regardez-le. C'est un perdant en sweat à capuche. Vous allez le croire lui plutôt que moi? Je suis votre belle-fille. À ce moment, les escaliers ont grincé. Bradan est descendu. Il avait l'air d'avoir la gueule de bois, les cheveux en désordre, portant juste un boxeur. Qu'est-ce qui se passe, a-t-il gémi. Pourquoi Mason est-il là? Ton frère m'attaque. Isabella a couru vers lui, enfouissant son visage dans sa poitrine. De fausses larmes ont commencé instantanément. Il a raconté d'horribles mensonges. Fais-le partir. Bradan m'a regardé avec un mépris pur. Dehors, Mason. Sérieusement. Tu n'étais pas invité avant, tu n'es pas invité maintenant. Retourne dans ton petit appartement et laisse les adultes tranquilles. J'ai regardé mon frère. J'ai vu la peur derrière son arrogance. Il savait, au fond de lui, il devait savoir que quelque chose n'allait pas. Mais il était trop endetté pour l'admettre. Je ne pars pas, ai-je dit. Pas avant d'avoir eu une réunion de famille. Ce soir, dîner. Tout le monde s'assoit. On met tout sur la table. On ne mange pas avec toi, a craché Bradan. Oh, si, vous le ferez, ai-je dit. J'ai sorti mon téléphone et j'ai tapoté l'écran. J'ai envoyé une commande à mon imprimante, celle que j'avais installée dans mon ancienne chambre il y a des années, qui était toujours connectée au Wi-Fi. À l'étage, l'imprimante s'est mise en marche. Qu'est-ce que tu fais, a demandé maman. J'imprime, ai-je dit. J'imprime le mandat d'arrêt d'Isabella de l'Arizona. Et j'imprime tes messages textes à Chloé, Bradan. Le visage de Bradan est devenu blanc. Toi? Comment as-tu? Je suis un informaticien. Tu te souviens? Le boulot ennuyeux. J'ai souri. Dîner à 19h. Commander des pizzas. Je vais faire une sieste dans mon ancienne chambre. Si quelqu'un me dérange, j'envoie le PDF à la police et au père de Chloé. Je suis passé devant eux et j'ai monté les escaliers. J'ai senti leurs yeux brûler dans mon dos. Ils étaient terrifiés, non pas par l'escroc dans leur cuisine, mais par le fils qu'ils avaient sous-estimé pendant 30 ans. Ma vieille chambre sentait la poussière et les souvenirs de lycée. Mes parents l'avaient transformée en débarras pour les surplus du mariage d'Isabella. Des boîtes de dragées, de rubans et de fausses fleurs étaient empilées sur mon lit. Je les ai poussées par terre. Je me suis assis sur le bord du matelas, mon cœur martelant contre mes côtes. J'avais joué un coup audacieux, mais je bluffais légèrement. Je n'avais pas encore envoyé les emails. Je voulais les voir se tortiller. Je voulais qu'ils admettent qu'ils avaient tort sans que la police ne les y force. J'avais besoin d'un allié. J'ai envoyé un texto à tante Lily. Je suis à la maison. Viens à 18h45. Ne frappe pas, entre simplement. Lily, en route. J'ai le fichier vidéo. L'original, pas celui compressé de Facebook. Je me suis allongé et j'ai fixé le plafond. Je pouvais entendre des chuchotements en bas. Des disputes urgentes et sifflantes. Il bluffe, disait Bradan. Il n'a pas accès à ce genre de choses. Il nous a piratés, la voix d'Isabella était aiguë. On doit partir, Bradan. Allons à Vegas ce soir. On ne peut pas partir, la voix de papa.
Les investisseurs, la maison. Ils étaient piégés dans leur propre toile de mensonges. J'ai fermé les yeux et je me suis laissé aller à un sommeil léger. J'ai rêvé de Tokyo, de la précision silencieuse des trains, du respect. Je me suis réveillé à 18h30. La maison était calme, trop calme. Je me suis levé, je me suis aspergé le visage d'eau dans la salle de bain et je suis descendu. La pizza était arrivée. Elle était posée sur la table de la salle à manger dans des boîtes en carton, la graisse tachant le fond. Un banquet approprié pour cette famille. Papa, maman et Bradan étaient assis à table. Isabella se tenait près de la fenêtre, fumant une cigarette à l'intérieur de la maison. Maman détestait la fumée, mais elle n'a rien dit. Il ressemblait à un tribunal. « Assieds-toi, Mason », a dit papa. Il essayait de reprendre le contrôle. Il avait enfilé un blazer par-dessus son t-shirt. Même en ruine, il avait besoin du costume. Je me suis assis en bout de table. Alors, a commencé papa. Tu as fait des menaces. Tu as fait des accusations. Des faits, ai-je corrigé. J'ai énoncé des faits. Isabella nous a tout expliqué, a dit Bradan, la voix tendue. Le mandat d'arrêt en Arizona, c'était un malentendu. Une usurpation d'identité. Quelqu'un a volé son identité. J'ai failli rire. Et les textos à Chloé? Quelqu'un a volé ton identité aussi, Bradan? Bradan est devenu rouge. C'était juste des discussions de vestiaire. J'aime ma femme. Tu aimes son héritage potentiel, ai-je dit. Qui n'existe pas. Assez. Isabella a frappé la table de sa main. Tu arrives ici avec tes vêtements bon marché et ta jalousie. Tu es juste en colère parce que tu es un moins que rien. Tu n'as rien. Tu as 30 ans et tu loues une voiture pour nous impressionner. Pathétique. Elle était douée. Elle savait exactement où frapper. Elle attaquait mon statut, sachant que c'était le point faible de la famille. Oui, Mason, s'est joint papa, s'accrochant à la confiance d'Isabella. Tu réagis clairement de manière excessive. Nous sommes prêts à pardonner cette explosion si tu supprimes les fichiers que tu penses avoir et que tu pars. Nous pouvons gérer nos affaires de famille en privé. Me pardonner, ai-je murmuré. Vous m'avez banni du mariage, elle a giflé maman, et vous me pardonnez? Maman l'a provoqué, a crié Bradan. Non, je ne l'ai pas fait, a soudainement parlé maman. Sa voix tremblait. Elle m'a regardé, puis Bradan. Je ne l'ai pas provoqué. Je suis allé dans la suite nuptiale pour lui donner le collier de perles. Les perles de grand-mère. Maman, tais-toi, a sifflé Bradan. Non, a dit maman, des larmes coulant de son œil enflé. Je suis entré. Elle était. Elle était avec Marc. Marc, le témoin. La pièce est devenue silencieuse. Elle l'embrassait, a sangloté maman. Et elle riait. Elle a dit. Elle a dit, une fois que j'aurai la bague, on pourra la mettre en gage. J'ai regardé Bradan. Il n'avait pas l'air surpris. Il avait l'air résigné. Tu savais, ai-je dit à mon frère. Tu savais qu'elle te trompait. Bradan a baissé les yeux sur la boîte à pizza. Ça n'a pas d'importance. Le contrat avec son oncle. Il n'y a pas d'oncle. J'ai frappé mon poing sur la table. Mon Dieu, vous êtes sourd? C'est une arnaqueuse. Il ment, a crié Isabella. Elle a attrapé un couteau à steak sur la table. Elle ne s'est pas jetée sur moi, mais elle le tenait de manière agressive. Sors de ma maison. Ce n'est pas ta maison, ai-je dit. La porte d'entrée s'est ouverte. Tante Lily est entrée. Elle tenait une tablette. Et derrière elle se trouvait un homme dans un costume gris impeccable. J'ai souri. Tu as raison, papa. J'avais besoin d'un avocat, alors j'en ai amené un. C'était Monsieur Stone, mon avocat d'affaires de Seattle. Je l'avais fait venir en avion avec moi. Il coûtait $800 de l'heure. Qui est-ce? Papa s'est levé. Je m'appelle Alan Stone, a dit calmement l'avocat. Je représente Monsieur Mason Carter, et nous avons des documents à discuter concernant le trust d'héritage que Mason contrôle. Papa s'est figé. Quel héritage? L'argent de grand-mère est parti.
On l'a dépensé. Vous avez dépensé le fonds pour l'éducation, ai-je dit. Vous ne connaissiez pas le trust secondaire qu'elle a créé. Celui qui arrive à échéance lorsque le plus jeune petit-fils atteint 30 ans. J'ai eu 30 ans la semaine dernière. Grand-mère savait que tu étais mauvais avec l'argent, papa, ai-je dit. Elle a laissé la maison, cette maison, au trust. Je suis le fiduciaire. Je me suis levé. C'est ma maison, et j'expulse les ordures. Le silence dans la pièce était absolu. On pouvait entendre le bourdonnement du réfrigérateur. C'est impossible, a murmuré papa. Maman ne. Elle ne te l'aurait pas laissé à toi. Elle l'a laissé au responsable, a dit tante Lily en s'avançant. J'étais l'exécutrice testamentaire, vous vous souvenez? J'ai gardé le silence pendant 10 ans, en vous regardant dépenser chaque centime que vous aviez en voiture de location et en fausses apparences. Mais l'acte de propriété a été transféré au trust mardi dernier. Isabella a lâché le couteau, qui a cliqueté sur le parquet. Alors, tu es riche. Isabella m'a regardé, ses yeux soudainement calculateurs. L'agressivité avait disparu, remplacée par une curiosité prédatrice. Maçonne, peut-être qu'on a mal commencé. Je l'ai regardé avec un dégoût pur. N'essaie même pas. Non, vraiment. Elle a enjambé les boîtes à pizza, repoussant ses cheveux en arrière. Bradan est. Eh bien, regarde-le. Mais toi, tu as de l'autorité. J'aime ça. Isabella, a crié Bradan. Qu'est-ce que tu fais? Tais-toi, perdant, lui a-t-elle lancé. Elle m'a regardé. Si c'est ta maison, peut-être que je peux rester. On peut s'arranger. C'était l'étalage le plus pathétique que j'ai jamais vu. Elle changeait de camp en temps réel. Monsieur Stone, ai-je dit, veuillez leur montrer les documents financiers. Monsieur Stone a posé un dossier sur la table. Il l'a ouvert. Ce n'était pas seulement l'acte de propriété de la maison. C'était mon relevé bancaire. Papa s'est penché. Ses yeux se sont agrandis. Il a plissé les yeux, comptant les virgules. 8 millions, a-t-il étouffé. Liquide, ai-je dit, sans compter les actifs en crypto et la propriété à Tokyo. Mets tes vêtements, a balbutié maman. Le sweat à capuche. C'est un visvim, maman, ai-je dit, expliquant enfin. C'est japonais. Le coton est filé à la main. Ce sweat à capuche coûte $600. Le jean coûte $1000. Ce n'est pas parce qu'il n'y a pas un énorme logo Gucci doré dessus que c'est bon marché. C'est la différence entre nous. Vous achetez des choses pour avoir l'air riche. J'achète des choses parce que j'apprécie la qualité. J'ai regardé Bradan. Il fixait le papier, la bouche ouverte. Il ressemblait à un enfant qui réalise que son jouet est cassé. Tu avais cet argent, a murmuré Bradan. Et tu m'as laissé galérer. Galérer? J'ai ri. Tu conduisais une Mustang au lycée. Ton université a été payée. Je travaillais à la plonge, Bradan. J'ai construit ça à partir de rien pendant que tu jouais aux faux hommes d'affaires. Nous sommes une famille, a crié papa en frappant la table. Tu as des millions et tu nous laisses nous noyer dans les dettes. Tu nous laisses nous humilier. Vous vous êtes humilié vous-même, ai-je dit froidement. Vous m'avez banni du mariage à cause de mon image. Eh bien, mon image vaut 8 millions de dollars. Votre image est une vidéo virale d'une agression domestique. En parlant de ça, j'ai fait un signe de tête à tante Lily. Lily a tapoté la tablette. Une vidéo a commencé à jouer sur la télé du salon. Elle était diffusée depuis son appareil. C'était la vidéo complète, pas seulement la gifle. Elle montrait les 2 minutes précédentes. À l'écran, maman s'approchait d'Isabella. Isabella chuchotait au témoin. Maman lui a tapoté l'épaule. Isabella s'est retournée, le visage tordu de rage. Dégage de là, vieille harpie, a crié Isabella dans la vidéo. S'il te plaît, ne fais pas ça à Bradan, a supplié maman. Rends juste la bague et pars. Je ne pars pas avant d'avoir le chèque, a hurlé Isabella. Ton idiot de fils m'a promis 50 000 pour les frais du mariage. Je veux mon argent. Puis la gifle. La vidéo s'est terminée. Elle l'a admis, ai-je dit. Elle était là pour l'argent du mariage.
L'argent que tu as emprunté sur ton 401, papa. Papa s'est affalé sur sa chaise. Il avait l'air vaincu. 50 000 je le lui ai donné hier en espèces pour le traiteur. C'est parti. Isabella a eu un sourire narquois. Transféré sur un compte offshore ce matin. Bonne chance pour le récupérer. Elle a attrapé son sac à main. Eh bien, c'était amusant, mais puisque le jeu est terminé, je pars. Bradan, ne m'appelle pas. Ton score de crédit est déprimant. Elle s'est tournée pour sortir par la porte d'entrée. Je n'irai pas là-bas si j'étais toi, ai-je dit calmement. Pourquoi? Tu vas m'arrêter, a-t-elle ricané. Non, j'ai pointé la fenêtre. Oui. Des gyrophares rouges et bleus ont clignoté à travers les rideaux transparents. Une sirène a retenti. Je n'ai pas seulement amené un avocat, ai-je dit. J'ai appelé le détective Miller en venant ici, je lui ai envoyé le mandat d'arrêt de l'Arizona et la vidéo de l'agression. Isabella a couru à la fenêtre. 3 voitures de police bloquaient l'allée, coinçant ma Porsche et sa voie de fuite. Espèce de salaud, a-t-elle crié en se jetant sur moi. Cette fois, elle n'avait pas de couteau. Elle n'avait que des griffes. Mais avant qu'elle ne puisse m'atteindre, la porte d'entrée s'est ouverte en grand. Police. Les mains en l'air. Isabella s'est figée. Elle m'a regardé une dernière fois. Il n'y avait plus de charme, juste une haine pure et sauvage. J'espère que tu pourriras, a-t-elle craché. Profite bien de la prison, ai-je répondu. J'ai entendu dire que les combinaisons oranges sont très abordables. Ils lui ont passé les menottes. Ils l'ont traîné dehors, donnant des coups de pied et criant devant les voisins qui s'étaient rassemblés sur leur pelouse. La porte s'est refermée. La maison était de nouveau silencieuse. Bradan pleurait, de vrais sanglots. Papa fixait le mur. Maman tenait le sac de glace, me regardant avec un mélange d'admiration et de honte. Mason, a murmuré maman. Merci. Je l'ai regardé. J'ai regardé l'ecchymose. J'ai ressenti une pointe de pitié, mais je l'ai refoulée. Ne me remercie pas, ai-je dit. Je ne l'ai pas fait pour vous. Je l'ai fait parce que j'en avais marre d'être la risée. Qu'est-ce qui va se passer maintenant, a demandé papa, la voix tremblante. La maison? Tu as dit qu'elle était à toi. Elle l'est, ai-je dit. Et je la vends. La vendre? Papa s'est levé. Mais où irons-nous? Je ne sais pas, ai-je dit. Vous avez des salaires. Vous êtes des adultes. Débrouillez-vous. Ou peut-être utiliser l'argent que vous avez économisé en ne payant pas pour mes études. Mason, s'il te plaît, a supplié maman. Nous sommes ta famille. Non, ai-je dit en me dirigeant vers la porte. Vous êtes mes parents. Il y a une différence. Je me suis arrêté sur le seuil. Monsieur Stone s'occupera de l'avis d'expulsion. Vous avez 30 jours. Je vous suggère de commencer à faire vos cartons. Je suis sorti dans l'air frais de la nuit. Les voitures de police s'éloignaient avec Isabella. Ma Porsche attendait. Je suis monté, j'ai démarré le moteur et je l'ai fait vrombir. C'était bruyant. C'était odieux. C'était tout ce que je détestais. Mais pour ce soir, ça ressemblait à une victoire. Les retombées ont été rapides et brutales. Le lendemain matin, la nouvelle a éclaté, la mariée de la gifle virale arrêtée pour fraude multi-État. Le visage meurtri de ma mère était aux informations locales, mais cette fois, le récit avait changé. Elle était la victime. Internet s'est excusé, en quelque sorte. Utilisatrice Gina George, ok, je retire ce que j'ai dit. La mère est une victime. Mais le fils qui les a sauvés, le millionnaire secret. Est-il célibataire? J'ai ignoré les commentaires. J'ai passé la semaine suivante dans une suite d'hôtels, laissant Monsieur Stone s'occuper des détails sordides. Bradan a demandé l'annulation du mariage. Elle a été accordée rapidement, compte tenu de la fraude. Il était de nouveau célibataire, mais brisé. L'éclat de l'enfant prodige s'est éterni. Il a dû déclarer faillite pour effacer les dettes qu'il avait accumulées en essayant d'impressionner Isabella. Papa a perdu son emploi. L'entreprise de papier n'aimait pas la publicité négative associée à son nom.
Il a été contraint à une retraite anticipée avec une fraction de la pension qu'il attendait. Et la maison. J'y suis retourné une dernière fois avant de la mettre en vente. Elle était vide. Les cartons étaient faits. Mes parents étaient assis sur les marches du porche, attendant leur camion de déménagement. Ils déménageaient dans un appartement de 2 chambres de l'autre côté de la ville. C'était un endroit agréable, mais ce n'était pas un manoir. C'était moyen. Ils m'ont vu arriver. Je n'étais pas dans la Porsche. J'étais dans ma Ford de location. J'avais rendu la voiture tape à accent grave l'œil. Ce n'était pas moi. Mason, a dit papa. Il avait l'air petit. Il ne portait pas de polo. Il portait une chemise en flanelle de Costco. Salut, papa. On a signé les papiers, a-t-il dit. On a renoncé à toute réclamation sur le trust. C'est tout à toi. Je sais, ai-je dit. Monsieur Stone me l'a dit. On voulait dire, a commencé maman. Elle n'était pas maquillée. L'échymose virait au jaune maladif. On est désolé pour le mariage, pour les vêtements, pour tout. Je me tenais sur la pelouse, regardant la maison où j'avais grandi, la maison où l'on m'avait dit que je n'étais pas assez bien. Je sais que vous êtes désolé, ai-je dit. Mais vous êtes désolé parce que vous vous êtes fait prendre. Vous êtes désolé parce que j'ai de l'argent maintenant. Si j'étais encore juste le plongeur, vous excuseriez-vous? Ils n'ont pas répondu. C'était une réponse suffisante. Je mets en place un petit fonds, ai-je dit. Il paiera votre loyer pour 1 an. Après ça, vous vous débrouillerez seul. Maman a commencé à pleurer. Mason, tu n'es pas obligé. Ce n'est pas un cadeau, ai-je dit. C'est une indemnité de départ. Je coupe les ponts. J'ai tendu une enveloppe à papa. À l'intérieur se trouvait un chèque et un foulard en soie, celui d'Hermès. Je l'avais repêché du placard du vestibule avant que les déménageurs n'arrivent. Prenez soin de vos affaires, ai-je dit. La qualité dure plus longtemps que les modes. Je suis retourné à ma voiture. Mason a appelé Bradan. Il se tenait près du camion, tenant une boîte de trophées, ses trophées de football du lycée. Où vas-tu? Tokyo, ai-je dit. J'ai une vie là-bas. Une vraie. On te reverra. J'ai fait une pause. J'ai regardé mon frère, mon père, ma mère. Ils étaient le portrait de gens qui avaient poursuivi une image jusqu'à ce qu'elle les mène au bord du gouffre. Peut-être, ai-je dit. Si vous êtes un jour à Ginza, cherchez-moi. Mais portez quelque chose de bien. Ils ont un code vestimentaire. Je suis monté dans la voiture et je suis parti. Je n'ai pas regardé dans le rétroviseur. En me dirigeant vers l'aéroport, mon téléphone a vibré. C'était Kenji. Kenji, Mason 100, le projet est en ligne. On est en hausse de 3 cents %. Les boissons sont pour toi quand tu atterris. J'ai souri. Mason, c'est moi qui régale. Et Kenji, commande le bon saké. Je rentrais à la maison. Pas à la maison avec le Porsche, mais à l'endroit où j'étais respecté. J'étais Mason Carter, le fils Chip, et je ne m'étais jamais senti aussi riche. Tokyo en automne est d'une beauté différente. Ce n'est pas la beauté tapa accent grave-l'œil et désespéré d'une réception de mariage conçue pour impressionner des étrangers. C'est calme. C'est l'or des feuilles de ginkgo tombant sur le pavé sombre d'Omotesando. C'est la vapeur s'élevant d'un bol d'udon dans une boutique qui perfectionne son bouillon depuis 3 générations. 14 mois s'étaient écoulés depuis que j'avais quitté la maison de mes parents au volant de cette Porsche. 14 mois depuis que j'avais sectionné le membre pour sauver le corps. J'étais assis dans une salle de conférence au 32e étage d'une tour de verre à Roppongi Hills. La vue derrière moi était le système nerveux électrique tentaculaire de la ville, clignotant dans le crépuscule. En face de moi se trouvaient 5 investisseurs de Singapour. Ils ne regardaient pas mes vêtements. Ils regardaient le code affiché sur le projecteur holographique. L'architecture est solide, Monsieur Carter, a dit l'un d'eux. C'était un homme valant des milliards, vêtu d'un simple t-shirt noir. Les protocoles de sécurité sont sans précédent. Vos jours de freelance sont terminés, je suppose? Je préfère penser qu'ils évoluent, ai-je dit en me penchant en arrière. Je portais un cardigan marine d'un créateur local de Dekanyama.
Pas de logo, juste du cachemire si doux qu'il semblait être une seconde peau. Mais oui, nous sommes prêts à nous lancer. Nous avons signé l'accord 20 minutes plus tard. C'était une fusion qui intégrerait mon brevet de sécurité blockchain dans leur infrastructure bancaire. Le paiement était suffisamment important pour acheter le vieux quartier de mes parents 3 fois. Mais alors que la signature numérique se vérifiait sur la tablette, je n'ai pas ressenti la montée d'arrogance que j'attendais. Je me sentais juste calme. Je suis sorti de l'immeuble et dans l'air frais de la nuit. Mon téléphone a vibré. Ce n'était pas pour le travail. C'était Echo. Echo était l'opposé d'Isabella à tous les égards imaginables. Elle travaillait comme restauratrice au musée Neusu. Nous nous étions rencontrés il y a 6 mois quand j'avais fait tomber une tasse à thé vintage que j'avais achetée ou une autre chose, cheap, que ma mère aurait détesté et que je l'avais amenée à son atelier pour réparation. Elle ne m'a pas dit d'en acheter une nouvelle. Elle l'a réparée en utilisant le kintsugi, l'art de réparer la poterie cassée avec de la laque saupoudrée ou mélangée à de la poudre d'or. Elle a traité la cassure comme faisant partie de l'histoire de l'objet plutôt que comme quelque chose à dissimuler. As-tu fini de sauver le monde numérique, lisait son texto. Pour aujourd'hui, ai-je tapé en retour. Dîner? J'ai fait du nab. Rentre à la maison. Maison. Ce mot me serrait l'estomac autrefois. Maintenant, il signifiait un petit appartement minimaliste à Meguro avec vue sur la rivière. J'ai hélé un taxi. Alors que je regardais la ville défiler, mon esprit est retourné en Oregon. Je ne les avais pas bloqués, exactement. Je n'avais simplement pas pris contact. Tante Lily me tenait au courant. Je connaissais les bases. Papa travaillait à temps partiel dans une quincaillerie. La pension de l'entreprise de papier n'était pas suffisante pour couvrir le loyer de leur appartement de 2 chambres et les paiements des dettes qu'ils n'avaient toujours pas apurées. Maman était bénévole dans une friperie d'église. L'ironie ne m'avait pas échappé. Et Bradan. Bradan était la surprise. Selon Lily, le divorce et la faillite l'avaient anéanti. Mais au lieu de fuir, il était resté. Il travaillait dans la construction, un travail manuel. L'enfant prodige coulait du béton et transportait du bois. Je suis arrivé à l'appartement d'Echo. L'odeur de dashi et de sauce soja m'a frappé dès que j'ai ouvert la porte. C'était chaleureux. C'était réel. Bonne journée, a-t-elle demandé en prenant mon manteau. Elle a vu le regard dans mes yeux, ce regard lointain. Tu penses encore à eux. Je dois y retourner, ai-je dit doucement. Elle s'est arrêtée. Pourquoi? Ils ont demandé de l'argent? Non. La vente de la grande maison a été finalisée aujourd'hui. Il y a des papiers finaux qui nécessitent une signature manuscrite. Les avocats ont dit que je pouvais les envoyer par la poste, mais... Mais tu as besoin de le voir, a-t-elle terminé pour moi. Tu as besoin de voir que le fantôme est parti. J'ai hoché la tête. J'ai besoin de boucler la boucle. Je suis reparti en avion 2 jours plus tard. Je n'ai pas pris de jet privé. J'ai volé en classe affaires sur un vol commercial. Je n'essayais plus de prouver quoi que ce soit. Je voulais juste y arriver. L'Oregon avait exactement le même aspect, mais était entièrement différent. Il était plus petit. Les arbres semblaient plus courts. La pluie semblait plus humide. J'ai rencontré Monsieur Stone, mon avocat, à son bureau en centre-ville. Il avait l'air satisfait. La vente est finalisée, Mason, a-t-il dit en faisant glisser une pile de documents sur le bureau en acajou. Les acheteurs sont un jeune couple. De l'argent de la tech. Ironiquement, ils savent qui vous êtes. Ils étaient ravis d'acheter le haut domaine de Mason Carter. J'ai signé. Ce n'a jamais été mon domaine, Alan. C'était juste une maison que j'ai payée. Il y a une autre affaire, a dit Stone en hésitant. Il a sorti une plus petite enveloppe de son tiroir. Votre père est passé la semaine dernière. Il a déposé ça. Il m'a demandé de vous la donner si vous reveniez un jour. J'ai fixé l'enveloppe. Elle était blanche, simple. Mon nom était écrit dessus de l'écriture tremblante de papa. A-t-il demandé de l'argent? Non, a dit Stone. Il n'a rien demandé. J'ai pris l'enveloppe mais ne l'ai pas ouverte. Je vais faire un tour. J'ai d'abord conduit jusqu'au vieux quartier. La maison, ma maison,
avait l'air différente. Le panneau « Vendu » était en place. Il y avait de nouvelles voitures dans l'allée, une Tesla, une Rivian. L'aménagement paysager était différent. Les buissons dont papa s'était tant occupé avaient disparu, remplacés par un aménagement moderne sans pelouse. Ça ne m'a pas fait mal. J'avais l'impression de regarder la photo d'un étranger. Puis j'ai conduit jusqu'à l'adresse que tante Lily m'avait donnée. Le complexe d'appartements était de l'autre côté de la ville. Ce n'était pas un bidonville, mais c'était un quartier ouvrier. Le bardage s'écaillait par endroits. Le parking était plein de camions et de vieilles berlines. J'ai garé ma voiture de location, une Chevrolet Malibu cette fois, de l'autre côté de la rue et j'ai attendu. Je ne savais pas ce que j'attendais. Peut-être que je voulais les voir misérables pour valider ma colère. Peut-être que je voulais les voir heureux pour valider ma culpabilité. Vers 17h30, un camion s'est arrêté. Un vieux Ford F-150 avec le logo d'une entreprise de construction sur le côté. La portière du conducteur s'est ouverte et un homme est sorti. Il portait un gilet de sécurité jaune fluo par-dessus une chemise en flanelle sale. Ses bottes étaient couvertes de boue. Il marchait en boitant, comme s'il avait mal au dos. C'était Bradan. Il avait l'air plus mince. Son visage était bronzé et buriné. L'aspect doux et duveteux du cadre commercial avait disparu, remplacé par des angles durs. Il a attrapé une gamelle en métal dans la benne du camion. Je l'ai regardé se diriger vers le bâtiment. Il s'est arrêté aux boîtes aux lettres. Il a feuilleté les enveloppes. Des factures, surtout. À l'intérieur. Puis la portière passager du camion s'est ouverte. Un autre type en est sorti. « Eh, Bradan » a crié le type. « Tu viens au bar ? C'est vendredi. » Bradan a secoué la tête. « Je ne peux pas, Mike. Je dois rentrer. Maman fait du pain de viande et je dois économiser pour le paiement du camion. » Comme tu veux, mec. Bradan s'est tourné pour monter les escaliers. J'ai baissé ma vitre. Bradan. Il s'est figé. Il connaissait la voix. Il s'est retourné lentement, plissant les yeux contre la lumière grise du jour. Quand il m'a vu, ses épaules sont tombées. Il n'avait pas l'air en colère. Il avait l'air honteux. Il s'est approché de la voiture, essuyant ses mains boueuses sur son pantalon. « Mason » a-t-il dit. Sa voix était rauque. « Lily a dit que tu pourrais revenir. » Je devais signer les papiers, ai-je dit. « C'est vrai, la maison. » Il a baissé les yeux sur ses bottes. « Je suis passé devant l'autre jour. Elle est belle. »« Tu as l'air fatigué, ai-je dit. »« Je le suis. » Il a ri d'un son sec et craquant. « Le béton, c'est lourd. »« Qui l'eût cru ? » ?»« C'est un travail honnête, ai-je dit. » Il m'a alors regardé dans les yeux. C'était la première fois de ma vie que j'avais l'impression de regarder mon frère, pas l'enfant prodige. Oui, ça l'est. Je dors mieux, en fait, même avec le mal de dos. Plus de mensonges sur des contrats qui n'existent pas. Plus de prétentions que je finalise la vente d'un manoir alors que je ne peux pas payer ma facture de téléphone. Comment vont-ils ? Ai-je demandé en faisant un signe de tête vers l'appartement. Ils vont bien, a dit Bradan. Papa regrette le country club, évidemment, mais il est différent aussi. Il me parle vraiment maintenant. Pas d'argent, juste il parle. Il m'apprend à réparer l'évier. Il y eut un silence entre nous. Pas le silence hostile de la table du dîner un an plus tôt, mais un silence lourd et maladroit de deux personnes essayant de combler un canyon. Je suis désolé, Mason, a dit soudainement Bradan. Je sais que je l'ai déjà dit parce que j'avais peur, mais je le dis maintenant parce que je comprends vraiment. J'étais un parasite. Tu étais la seule chose réelle dans cette maison. J'ai regardé ses mains. Elles étaient calleuses, cicatrisées, sales. C'étaient les mains d'un homme qui construisait enfin quelque chose, même si ce n'était que son propre caractère. Je dois y aller, ai-je dit. Je ne pouvais pas en supporter beaucoup plus. Les émotions montaient, menaçant de fissurer ma contenance. Attends. Bradan a fouillé dans sa poche. Il a sorti un billet de $20 froissé. Je sais que c'est une blague pour toi. Je sais que tu as des millions, mais pour mon anniversaire, tu as envoyé une carte.
Tu n'as pas mis d'argent dedans, mais tu l'as envoyé. Je ne t'ai jamais rien offert en 30 ans. Il a essayé de me tendre les 20 $ par la fenêtre. Bradan, je n'ai pas besoin. Prends-le, a-t-il insisté, ses yeux intenses. S'il te plaît. C'est mon argent. Je l'ai gagné. J'ai coulé une allée pour ça. Je veux offrir un verre à mon frère. Même si je ne peux pas être là pour le boire avec lui. J'ai fixé le billet. Il était sale. Il sentait la sueur et la poussière de cloisons sèches. Je l'ai pris. Merci, ai-je dit. Ma gorge était serrée. Ne te fais pas rare, maçonne, a dit Bradan en reculant. Aussi. Je comprends si tu le fais. Mais on est là. On n'est pas parfait, mais on essaie. J'ai remonté la vitre et je suis parti. Je n'ai pas regardé en arrière l'appartement. J'ai conduit directement à l'aéroport. Je me suis assis dans le salon de première classe, tenant le billet de 20 $ froissé. Je l'ai regardé pendant longtemps. Puis je me suis souvenu de l'enveloppe que Monsieur Stone m'avait donnée. Je l'ai déchirée. À l'intérieur se trouvait une photographie. Elle était vieille, granuleuse. Elle avait été prise dans le jardin de notre première maison, avant les problèmes d'argent, avant l'obsession de l'image. C'était moi et Bradan. J'avais 5 ans, il en avait 8. Nous étions couverts de boue, tenant des verres que nous avions déterrés du jardin. Nous rions. Maman et papa étaient en arrière-plan, assis sur des chaises de jardin, nous sourions réellement, sans s'inquiéter des taches d'herbe. Au dos de la photo, papa avait écrit « On s'est perdu en chemin ». J'ai oublié que c'était la seule richesse qui comptait. Je suis si fier de l'homme que tu es devenu, malgré moi. Papa. Je n'ai pas pleuré. J'avais assez pleuré pour eux. Mais j'ai senti quelque chose changer dans ma poitrine. La colère, la rage blanche qui m'avait alimenté pendant une décennie, s'est calmée. Elle n'a pas disparu, mais elle s'est solidifiée en quelque chose de gérable, comme la laque dorée dans la poterie d'Echo. J'ai sorti mon téléphone et j'ai envoyé un texto à Echo. Je rentre à la maison. As-tu bouclé la boucle, a-t-elle demandé. J'ai regardé la photo, puis le billet de 20 $. Ouais, ai-je tapé. Je crois que oui. Le vol de retour vers Tokyo a été paisible. J'ai dormi sans rêver. Quand j'ai atterri, la ville bougeait à son rythme effréné habituel, mais je me suis déplacé lentement. Je suis allé directement à la banque. Je ne suis pas allé au comptoir des clients fortunés. Je suis allé au coffre-fort. J'ai placé le billet de 20 $ froissé et la vieille photographie à l'intérieur. Je les ai placés à côté du disque dur contenant mes clés maîtresses pour la bourse de crypto-monnaie. Pour n'importe qui d'autre, c'était des ordures à côté d'un trésor. Pour moi, ce billet de 20 $ était la chose la plus chère du coffre. C'était le prix de la dignité de mon frère. Je suis sorti sous le soleil de Tokyo. Mon téléphone a vibré avec une notification par email. C'était de mon conseiller financier. Sujet, bilan trimestriel et distribution du trust. J'ai ouvert. Les chiffres étaient astronomiques. Mais j'ai fait défiler jusqu'à la section que j'avais mise en place avant de quitter l'Oregon, celle dont je n'avais parlé à personne. Bénéficiaire, Bradan Carter. Statut, trust conditionnel. Condition, 5 ans d'emploi vérifié. Montant, frais de scolarité complet pour la descendance plus 100 000 $ d'acompte pour résidence principale. Je ne lui avais pas donné l'argent maintenant. Il avait besoin de suer. Il avait besoin de se faire ses callosités. Mais je n'allais pas le laisser se noyer s'il maintenait le cap. S'il continuait à couler ce béton et à conduire ce vieux camion, le filet de sécurité serait là. Pas pour qu'il s'y prélasse, mais pour qu'il puisse rebondir. Je me suis dirigé vers le métro. J'avais un rendez-vous avec Echo. Nous allions dans un restaurant de nouilles à Shinjuku. C'était un boui-boui, paiement en espèces uniquement, tabouret en plastique. Les bols coûtaient 8 $. Et je savais avec une certitude absolue que je serais l'homme le mieux habillé là-bas. Non pas à cause de mes vêtements, mais parce que j'étais enfin à l'aise dans ma peau. 3 ans plus tard, j'étais debout devant un miroir dans une petite loge à Kyoto. Echo était assise sur un banc derrière moi, souriant. « Ça te va bien ?» a-t-elle dit. J'ai regardé mon reflet. Je portais un kimono noir.
C'était de la soie vintage, plus vieux que moi. Il portait l'écusson d'une famille qui n'était pas la mienne, mais le commerçant a dit qu'il représentait la résilience. C'est pour notre mariage, ai-je dit. Tu es sûr? C'est traditionnel. C'est authentique, a-t-elle corrigé. Et ça te va. Nous n'avions pas un grand mariage. Pas de country club, pas d'investisseurs, pas d'assiette à $500. Nous nous marions dans un petit sanctuaire dans les montagnes. Juste nous, les parents d'Eko, Kenji et tante Lily, qui venaient en avion. J'avais invité mes parents et Bradan. Ils avaient décliné, non par dépit. Papa m'avait écrit une lettre. On ne peut pas se permettre le billet, Mason, et je ne veux pas que tu le paies. On se remet enfin sur pied. Bradan est contremaître maintenant. Maman gère la friperie. On est heureux pour toi. On célébrera d'ici. Envoie des photos. C'était le meilleur cadeau de mariage qu'il pouvait me faire. Des limites, du respect, de la réalité. J'ai acheté le kimono. En sortant du magasin, j'ai vu un jeune homme marcher dans la rue. Il ne pouvait pas avoir plus de 20 ans. Il portait un t-shirt avec un énorme logo de marque de luxe placardé sur la poitrine. Il se pavanait, vérifiant son reflet dans les vitrines, s'assurant que tout le monde voyait la marque. Je me suis arrêté et je l'ai regardé. J'ai vu moi-même, ou plutôt le fantôme de qui j'étais censé être. J'ai vu l'insécurité masquée par le coton. J'ai vu le besoin désespéré de crier « j'ai de la valeur ». Sans un mot, j'ai baissé les yeux sur mes propres vêtements, un simple t-shirt blanc, un jean effiloché à l'ourlet, des bottes qui avaient été ressemelées 2 fois. Je me suis souvenu du jour sur le porche. Tu as l'air d'un raté. J'ai touché le tissu de mon t-shirt. C'était du coton de haute qualité, filé dans une machine loop wheel qui se déplaçait lentement, préservant l'intégrité du fil. Il durerait 10 ans. Il deviendrait plus doux à chaque lavage. Il n'avait pas de logo. Il n'en avait pas besoin. Il savait ce qu'il était. C'était ça la leçon, n'est-ce pas? Nous vivons dans un monde obsédé par l'emballage. Nous filtrons nos vies, nous organisons nos flux, nous louons des voitures que nous ne pouvons pas nous permettre pour impressionner des gens que nous n'aimons pas. Nous mettons nos avenirs en faillite pour payer une réception de mariage conçue pour Instagram, pas pour le mariage. Ma famille est tombée dans ce piège. Ils pensaient que le logo était la valeur. Ils pensaient que l'apparence de la richesse était la même chose que la substance du caractère. Ils étaient prêts à sacrifier leur propre fils, moi, sur l'autel de l'image. Mais le crash est arrivé. Il arrive toujours. Et quand la façade a été dépouillée, quand la fille du sénateur s'est révélée être une escroc et le magnate de l'immobilier un joueur fauché, que restait-il? Juste des gens. Des gens imparfaits, brisés, effrayés. Bradan a trouvé son salut dans le béton. Papa a trouvé le sien dans une allée de quincaillerie. Maman a trouvé le sien en triant des vêtements d'occasion. Ils ont trouvé la dignité dans la vérité. Il a fallu tout perdre pour trouver la seule chose qui comptait. Et moi, j'ai découvert que la vengeance ne consiste pas à détruire les gens qui vous ont fait du mal. C'est de les dépasser. Je ne les ai pas expulsés pour être cruel. Je les ai expulsés pour les sauver. Si je les avais laissés rester dans cette maison, si j'avais payé leurs dettes, ils n'auraient jamais changé. Ils auraient continué à essuyer leur boue sur mes foulards en soie. Ils auraient continué à me traiter comme un distributeur automatique, pas comme un fils. En m'éloignant, en les laissant tomber, je leur ai donné la chance de se relever par eux-mêmes. J'ai pris la main d'Eko. Nous avons marché dans les rues bondées de Kyoto. Nous sommes passés devant un panneau publicitaire pour une montre de luxe. Définissez votre héritage, lisait le slogan. J'ai ri doucement. Qu'est-ce qui est drôle, a demandé Eko. Je pensais juste aux héritages, ai-je dit. Mon héritage n'était pas les millions à la banque. Ce n'était pas le code que j'ai écrit. Ce n'était pas la maison que j'ai vendue. Mon héritage, c'était ce billet de $20 dans le coffre-fort. Mon héritage, c'était le fait que lorsque je me regardais dans le miroir, je n'avais pas besoin d'un logo pour me dire qui j'étais. J'étais Mason Carter. J'étais le gars qui portait le sweat à capuche bon marché, et j'étais l'homme le plus riche du monde. Nous avons atteint la rive alors que le soleil se couchait. L'eau est devenue d'un or fondu profond. Je me suis tourné vers la caméra,
ou plutôt vers le public imaginaire dans ma tête, les millions de personnes qui avaient regardé cette vidéo virale, qui avaient jugé ma mère, qui avaient acclamé ma vengeance. Vous avez été avec moi à travers la boue, les sushis, les sirènes de police et le silence. Vous avez vu le pire de ma famille, et vous avez vu le moment où j'ai repris mon pouvoir. Mais voici la vérité que je veux vous laisser. Il y a une différence entre être pauvre et être fauché. Mon frère était fauché, mais il agissait comme un riche. Mes parents étaient fauchés, mais ils agissaient comme l'élite. J'étais pauvre à leurs yeux, mais j'étais riche en liberté. Ne laissez personne vous dire que votre valeur est inscrite sur une étiquette de prix. Ne laissez pas votre famille ou qui que ce soit d'autre vous faire sentir petit parce que vous ne correspondez pas à leur image du succès. Si vous êtes le mouton noir, le paria, celui qu'ils cachent au dernier rang, restez-y, observez-les, apprenez d'eux. Travaillez dans l'ombre, construisez votre propre forteresse, et quand ils se tourneront enfin vers vous pour demander de l'aide, ne leur donnez pas l'aumône. Donnez-leur la vérité. C'est la seule monnaie qui ne se déprécie pas. J'ai serré la main d'Echo. Elle a serré la mienne en retour. Prêt à rentrer à la maison, a-t-elle demandé. Ouais, ai-je dit. Allons-y. Nous avons marché dans le crépuscule. 2 silhouettes en civil disparaissant dans la foule. Pas de fanfare, pas d'applaudissements, juste la vie. La vraie vie, désordonnée et belle. If I end up missing a single day until the 11th, I will wax my leg. What? The 11th. Of next month. Why is 11th the deadline? Because I'm going to People are Vegas. always afraid of Ty. Vegas? Just Ooh. 30 Sounds seconds hype. before you attack. Get ready. Weren't Yeah. you gonna come over here for something? But ended up not. I cannot hear this. I heard guy. but. The fuck is he doing? I'm cleaning this bill. He's gonna get kicked. The battle starts in 5. Wow, that skin is ugly. Why'd you buy that? 2, 1. This skin is fire. You have to stop them from securing the mission Bootleg area. Black Knight from Fortnite. I didn't think about that. Okay, I'm back. Oh, what was the Okay, question? one tap. My time to shine. What was the question again? Oh my god, this Hawkeye is lagging. Help! Holy, Oh, what the shit. heck? Do you? My time to shine. I don't even know. I know what happened to you. I wasn't there yet. Where are you? I'm here. This fucking Spider-Man. Oh yeah, the Arizona. We- We Oh were, my god. but Oh my god. then we started looking at God. new places, Ah. and Oh my God. we have a new thing that we have a new plan on saving money and shit. I'm just going to. Wait, I'm, you're gonna live here? No. I'm saying we have a new plan on saving up money on a new place. Oh, Yeah. another one? Well, this place kind of sucks. That vehicle in its tracks. Like, Oh. Yeah, it's California. no, well, we're still living in California. My time to shine. But the place that we're at right now, my car gets dented every single time I park it, because people serious? park right next to you and fucking ding it. God. This sucks. It's not even it's not their fault fully because it's fully obviously because they could slide through, Stop taking everything. but the parking spots here are so fucking stupid that we can't do shit. Sound. And then the only reason why I'm going to Vegas is one of my friends is paying for everything for me, and I'm like, oh, okay, sugar daddy. Who the heck is that? My friend that doesn't have a job but uses Ender. It's not Ender, but like you know Ender. Yeah.
Yeah. Then how is he paying for everything if you don't got a job? And Ender, like, remember how Ender used to pay for a lot of stuff? Yeah. Well, kind of the same situation, but his mom kind of gives him more. Nepo baby. I'm actually getting him a job at Vaughn's. He has an interview on Wednesday. I wish. Oh my god! Huh? Can I talk about how much this game sucks? Oh yeah. This is sucking. Duck, what are you doing? You're just standing still. My bad. Guys, I'm stopping them. Hey, they killed me through my hole. I thought I died. Okay, come on, guys. We can kill one of them. Fuck no. We can kill one of them. I don't know. Hey, don't go over there. Oh, they're coming in anyways. Now! My time to shine. No. How is he not dead? Oh my goodness. My time to shine. Friends. You guys should go to Vegas on like the 11th. We're gonna watch the Bruno Mars concert. I Oh, I got wish two of them. had Thank you. money to go to Vegas. Okay, well,